D'ici là, notre invitée, elle est secrétaire nationale du Secours populaire, secrétaire générale de la Fédération du Secours populaire de la Haute-Garonne. La pauvreté qui explose à cause de la crise du coronavirus, est-ce une fatalité? On en parle tout de suite avec notre invitée. Ouria Tareb, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous en ce jour de 11 novembre. Je rappelle, vous êtes la secrétaire nationale du Secours populaire et secrétaire générale de la Fédération du Secours populaire dans le département de la Haute-Garonne. Alors on l'a dit, on l'a vu lors du premier confinement, on a vu ressurgir des images qu'on pensait ne plus jamais revoir, de cette pauvreté qui explose avec de nouveaux bénéficiaires. Avec ce nouveau confinement, même s'il est plus allégé, est-ce que vous vivez la même situation que lors du premier confinement, Ouria Tareb? On va dire qu'on est mieux préparé pour finalement accueillir ce nouveau public qui est obligé aujourd'hui de frapper à nos portes. Nous appréhendons mieux cette crise sanitaire parce que nous avons moins peur, on va dire, de ce virus. On est mieux protégé. On a des masques, on a tout le matériel qu'il faut pour pouvoir finalement être efficace et agir et aider toute cette population. Mais on est mieux préparé, on va dire. Il n'y a pas eu de rupture, c'est-à-dire que les activités ont pu continuer entre le premier et le deuxième confinement. C'est ça la grande différence. Il n'y a pas eu de rupture, oui, on va dire, de soutien aux bénéficiaires. Il n'y a pas de rupture puisque nous avons mis en place, nous avons déjà une première expérience, donc on arrive finalement à mieux s'organiser, on est beaucoup mieux organisé que lors du premier confinement on va dire que on arrive à finalement on n'a pas eu de fermeture, donc on est resté ouvert et puis on a un rythme, on va dire, qui est assez régulier. Nous avons réussi à intégrer de nouveaux bénévoles. Nous avons mis en place finalement un fonctionnement qui est adapté à cette crise. Alors, quelle réalité pour vous aujourd'hui? Avec le premier confinement, on a vu donc des chiffres de la pauvreté, des bénéficiaires nouveaux arriver, donc une explosion de la précarité, de la pauvreté. Là, en cette mi-novembre, quelle situation vous voyez dans les locaux du Secours populaire partout sur le territoire? Nous avons à peu près les mêmes profils finalement que le public que nous avons rencontré durant le premier confinement et sur les mois qui ont suivi, c'est-à-dire que nous avons rencontré et des étudiants qui finalement se sont retrouvés en difficulté parce qu'il y a eu une perte d'emploi par exemple, de jeunes actifs qui étaient intérimaires, qui occupaient des postes par exemple sur la Haute-Garonne, c'était essentiellement des postes à Airbus par exemple, donc qui se sont retrouvés au chômage. Ah oui, vous avez vraiment eu l'effet direct de l'arrêt, on va dire, d'une partie de l'arrêt de la production, par exemple, quand on parle de fermeture d'usine, l'effet est immédiat, ou quasiment immédiat. Oui, pour les jeunes intérimaires, finalement, ils ont pas eu de reconduction de leur contrat. Donc, c'est vrai que c'était essentiellement des jeunes qui se sont retrouvés au chômage. Et c'est vrai que ces jeunes se pensaient à l'abri. Finalement de se retrouver au chômage parce qu'ils ont réussi à entrer à Airbus, à occuper un poste qui pour eux était presque une garantie. Donc c'est vrai que du jour au lendemain se retrouver au chômage et avec des diplômes qui normalement devaient leur assurer la sécurité, c'est vrai que pour ces jeunes ça a été difficile à vivre. Alors vous dites que ce sont à peu près les mêmes bénéficiaires, bon, beaucoup de jeunes. Est-ce que on sait aussi que chez les personnes âgées, il y a aussi une précarité galopante? Est-ce que là aussi vous les voyez? Est-ce qu'ils viennent pousser la porte du Secours populaire également?
Oui, malheureusement, les personnes âgées, retraitées, c'était des personnes que nous avions déjà rencontrées avant cette crise. Donc, depuis déjà quelques années, elles commençaient à venir dans nos associations, enfin, en tout cas dans nos permanences d'accueil. Et c'est vrai que c'était un public qui a mis beaucoup de temps avant de solliciter une aide, parce que c'est un public qui n'avait pas l'habitude, qui faisait avec ce qu'elle avait en fait, et qu'on retrouve dans nos permanences d'accueil. Elles sont de plus en plus nombreuses parce qu'aujourd'hui, elles n'arrivent pas à chauffer. Il y a l'hiver qui arrive, par exemple. Elles occupent souvent des logements qui sont très mal isolés. Donc, on le voit bien notamment dans les zones rurales. Donc, c'est vrai que malheureusement, on voit pas. J'ai pas l'impression que la situation elle va s'arranger pour ce public-là, notamment pour tous ces jeunes actifs, toutes les personnes qui travaillaient, les jeunes, les commerciaux, les jeunes qui travaillaient dans des agences événementielles, par exemple, tous les traiteurs. Enfin voilà, tout ce public-là, finalement, il est en arrêt et très inquiet pour son avenir. Et le fait finalement de les rencontrer au Secours populaire, c'est difficile pour eux et c'est difficile pour les bénévoles parce qu'on est un peu démunis. Parce qu'on sent bien qu'il y a une détresse morale et psychologique dans le fait que cette crise elle dure et ils ont du mal finalement à avoir le bout du tunnel et pour nous c'est difficile parce qu'on n'est pas psychologue, hein, on n'a pas on sait pas comment les rassurer. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Les dégâts collatéraux, ce sont aussi les dégâts psychologiques pour beaucoup, mais y compris certainement pour vos bénévoles, qui sont eux-mêmes aussi dans des situations, on va dire anxiogènes avec cette crise du coronavirus. C'est la première fois qu'il y a ce double enjeu sans doute pour vous, non, au Secours populaire? Oui, parce que jusqu'à présent, on arrivait finalement à essayer de répondre aux différentes problématiques. Aujourd'hui, elles sont tellement importantes et elles concernent un public qui est pas connu de notre permanence d'accueil. Les bénévoles n'ont pas l'habitude de gérer des situations aussi douloureuses. En tout cas, surtout au niveau psychologique. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'être impuissant face à cette crise. Alors justement, vous dites on a le sentiment d'être impuissant, mais malgré tout, il y a un plan qui a été présenté par le Premier ministre pour tenter d'enrayer cette pauvreté galopante à cause de la crise du coronavirus. Est-ce que ce sont des signaux positifs? Qu'est-ce qu'il faudrait faire et de quoi avez-vous besoin? Il y a 3 questions en une avec vous, Houriat Taeb. Écoutez, il existe, donc pour nous c'est quand même assez positif. On a l'impression d'avoir été entendu et d'être soutenu. En tout cas, je pense qu'ils ont bien conscience que il y a une vraie détresse sociale et qu'il faut vraiment y accorder une importance parce que sinon, je sais pas trop comment finalement ça va se passer parce que si nous n'avons pas le soutien de l'État, finalement pour faire face à cette détresse sociale qui quand même plus ça va et plus elle augmente je pense qu'ils en ont vraiment conscience et qu'il y a un effort qui a été fait. Alors, pourvu que ce soutien-là dure, pour qu'on puisse ensemble finalement faire apporter tout le soutien qu'il faut à ces personnes qui, malgré elles, se retrouvent dans une situation très précaire. On parle beaucoup des petits commerçants. Est-ce que vous en voyez? Est-ce que vous sentez que la pression monte de leur côté? On sent qu'il y a beaucoup de détresse aussi de ce côté-là, détresse psychologique. Est-ce que c'est un public que vous voyez arriver? Dans les derniers mois, en fait, nous avons rencontré notamment des auto-entrepreneurs comme des coiffeuses, par exemple, qui ont investi pour pouvoir finalement se lancer dans la création de leur petite entreprise, on va dire, et qui se retrouvent en difficulté parce qu'elles ont des crédits qui sont en cours et elles n'ont pas de trésorerie, pas de rentrée financière. Et c'est vrai qu'elles ont fait appel malheureusement
à nous et aux autres associations pour avoir une aide alimentaire et financière, parce que ces personnes-là ont des charges fixes comme tout le monde. Il y a un loyer à payer, il y a des factures d'EDF, énergie, etc. à payer. Donc, il faut leur peur aujourd'hui, c'est finalement de ne pas pouvoir assurer toutes ces charges fixes. Et malheureusement, oui. Et puis après, on rencontre dans notre entourage des personnes qui sont qui travaillent qui sont propriétaires, qui ont des restaurants, etc. qui se retrouvent en difficulté et qui comprennent pas en fait pourquoi on leur laisse pas la possibilité finalement d'ouvrir. Et on voit bien qu'ils ont fait le nécessaire aussi, ils ont fait des grands efforts pour pouvoir assurer la sécurité des clients, etc. et qui sont très fatigués de cette situation et qui rencontrent un grand désarroi. Alors, Ouriata, de quoi avez-vous besoin? On arrive en fin d'année, c'est une période un petit peu charnière aussi, parce qu'on parle des fêtes de fin d'année, qui sans doute seront pas tout à fait comme celles qu'on connaissait avant. Mais vous, de quoi est-ce que vous avez besoin? Pendant un moment, on entendait effectivement besoin de bras. Est-ce que vous avez besoin de bras? Est-ce que vous avez besoin de dons solidarité dont vous avez besoin? La solidarité, oui, on a besoin de bras parce que sans les bénévoles, les nouveaux bénévoles en fait, qui pourraient remplacer les bénévoles que nous avions habituellement dans le permanence d'accueil, qui étaient qui ont un certain âge parce qu'ils ont du temps à donner, avoir des nouvelles forces vives, c'est important pour nous pour continuer à maintenir nos activités de solidarité. Nous avons aussi besoin de dons, bien sûr, de dons financiers parce que il y a besoin de penser à toutes ces personnes en précarité et d'apporter une solidarité quand même qui est nécessaire aujourd'hui, et il y a besoin de les accompagner, de les aider, parce que si aujourd'hui on n'est pas là pour apporter cette solidarité à un public justement qui jusqu'à présent n'avait pas besoin de nous, on va dire, si on n'est pas là pour eux, je pense que ce serait vraiment dommage, et il y a vraiment besoin d'être là. On a besoin de dons, on a besoin de bras, de ces forces vives pour continuer à maintenir la solidarité. Et puis pour peut-être ceux qui nous écoutent, ou si quelqu'un qui écoute Sud Radio ce matin connaît quelqu'un qui est en difficulté, le conseil c'est quoi? C'est de ne pas rester seul, quoi qu'il arrive? Oui, c'est de ne pas rester seul, parce que plus on va finalement s'isoler, et plus on va avoir du mal à remonter la pente. Donc il ne faut pas hésiter, on est là pour ça, ne serait-ce que appeler, et puis après on essaiera d'établir un lien. Et c'est important, je pense, que finalement de le faire savoir, qu'aujourd'hui cette précarité, il ne faut pas avoir honte, elle touche tout le monde. On a tous un proche ou un ami. Près de 10 millions de personnes aujourd'hui. Voilà, on est un qui, à un moment donné de sa vie, va se retrouver en difficulté, ça c'est certain. Et il ne faut pas hésiter à faire le premier pas, même si on sait qu'il est très difficile. Merci beaucoup Ouriata Reb d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes secrétaire national du Secours Populaire et vous êtes secrétaire général aussi de la fédération sur le département de la Haute-Garonne. Donc on rappelle le Secours Populaire, et il doit y avoir des collectes bientôt aussi, rapidement. C'est la Banque Alimentaire qui va lancer sa collecte à la fin du mois de novembre. Voilà, c'est ça. Si tout va bien, on l'espère, on croise les doigts que les magasins puissent rester ouverts pour les collectes alimentaires, puisque ça permet effectivement de faire fonctionner toutes les ONG qui viennent en aide aux personnes qui sont effectivement tombées dans une grande précarité.